Bonjour à tous, alors aujourd'hui vidéo très particulière sur le mariage. Vous allez voir, ça va être excellent. Je vais vous donner des infos que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Euh, en fait, vous savez, il y a des gens qui m'ont parlé du mariage ici en Bulgarie. Évidemment, j'habite ici et je croise pas mal de monde. Et ces gens-là m'ont raconté une quantité de bêtises que incalculable en fait. C'est-à-dire que on m'a dit oui, tu vois, tu te maries pas, c'est dangereux pour telle raison. Il faut faire attention à cet article-là. En bref, t'es foutu quoi. Tu vois, tu te maries et en fait, tu repars en slip à la fin du mariage quand tu divorces. Mais en fait, c'est totalement faux. Du coup, moi, j'ai fait mes propres recherches parce que à chaque fois, voilà, je me rends compte que la source la plus fiable, c'est moi-même, puisque je suis parfois pas entouré des gens les plus sérieux, malheureusement. Donc, on me raconte des conneries, et puis les Bulgares adorent raconter des bêtises. C'est les spécialistes d'eux, ils te disent un truc, mais en fait, ils sortent ça de leur chapeau. Donc voilà, moi, je vais vous donner des infos vraiment sérieuses sur le droit du mariage. Faut-il se marier en Bulgarie? Est-ce que c'est une bonne idée ou c'est un attrape-nigo et puis vous allez finir fauché, voilà, en slip? Bon, plus sérieusement, du coup, une vidéo de droit sur le mariage, ça va être du lourd. Let's go. Le mariage en Bulgarie, bonne ou mauvaise idée? Titre 1, les régimes matrimoniaux. Et oui, j'ai quand même pas... être allé à la fac ne m'a pas été totalement inutile. J'ai quand même conservé une certaine rigueur grâce à la fac de droit, même si j'avoue que j'ai plus retenu parfois la courbure de la fille qui était assise devant moi en amphithéâtre, plutôt que le contenu du cours. Mais en tout cas, la méthode est là, donc vous pouvez me faire confiance sur le contenu. On va commencer par parler des 3 régimes possibles en Bulgarie, et ensuite on verra le saint divorce. Je vais parler du divorce, et voilà, à la fin je conclurai, je dirai ce que j'en pense. Puis en résumé, je vous dirai de faire ce que vous voulez parce que c'est pas mon affaire. Donc le premier régime qui existe en Bulgarie, il s'agit de la communauté matrimoniale de biens. C'est en fait l'équivalent du régime légal en France. Alors, les dispositions euh, françaises et bulgares sont très différentes, mais en fait, il s'agit du régime qui est employé, qui est choisi par la plupart des familles et des couples qui se marient. Donc c'est quoi l'idée de ce régime? C'est que vous êtes avant le mariage, si on se place avant le mariage, vous avez chacun vos biens personnels. Une fois que vous vous mariez sous ce régime, eh bien, les droits réels acquis pendant le mariage à la suite d'une contribution conjointe sont partagés en commun par les 2 époux. Mais attention, parce que cette phrase de l'article 21 peut être mal comprise. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous achetez un bien après le mariage et que votre femme, votre mari n'a pas contribué à l'acquisition de ce bien, à donner 0 en fait, eh bien cela reste votre bien personnel. En fait, il faut qu'il y ait une contribution. Et la contribution, elle se définit en fait, elle se manifeste par une valeur. Une valeur qui peut être de la ressource, de l'argent, du travail, la prise en charge des enfants. Donc en fait, c'est très flou. Donc au final, moi je vous dirais que en vérité, la plupart des biens qui s'acquièrent après le mariage, pendant le mariage plutôt, eh bien, deviennent des biens communs. Puisque il faut, voilà, par exemple, s'il y a un contentieux, il va falloir prouver que, sur cette question, il va falloir prouver que le bien dont je suis le propriétaire en tant que mari, par exemple, est mon bien exclusif et que ma femme n'a pas contribué pour rien, en fait, n'a pas contribué à l'acquisition de ce bien par quelque manière que ce soit, ce qui est très compliqué, puisque en sa faveur, beaucoup d'arguments pourront être avancés. Donc ici, je vous ai mis un petit exemple s'agissant d'une maison. J'achète une maison, moi, Julien, et ma femme, eh bien, a contribué par quelque effort que ce soit à l'acquisition de cette maison, eh bien, ça devient un bien commun. Je précise quelque chose ici, mais donc, en fait, quand on parle de bien commun, cela signifie que j'ai 50% de
du bien et ma femme a 50% du bien. Donc peu importe l'apport financier mis ou l'apport, eh bien, à moins qu'il soit insignifiant, on a 50-50. Ce qui fait que il faut faire attention si vous achetez par exemple des biens immobiliers sous ce régime. Votre femme peut contribuer à 10 000 euros sur un bien à 100 000 et détenir 50% du bien grâce à ce régime. Donc là, il y a un petit danger et fallait que je précise ça. Donc retenez bien ça, c'est important. Alors que dans l'accord matrimonial, qu'on verra plus tard dans la vidéo là, eh bien ceci peut être arrangé et vous pouvez vous protéger, tout comme en cas de séparation de biens. Donc là, j'ai résumé ici. Et oui, très important, l'idée de présomption de contribution conjointe, c'est que le juge, ou plutôt en fait, la loi dispose que vous êtes présumé tous les biens achetés après le mariage, pendant le mariage, eh bien, sont présumés comme étant des biens communs. Ensuite, quid des biens personnels? Bah, c'est simple. Tout ce que vous avez acquis avant le mariage, ça reste à vous. Et ce que vous acquirez, ce que vous obtenez pendant le mariage par héritage ou donation, appartient à vous aussi et n'est pas un bien commun. Et si vous achetez des biens meubles, donc ça peut être, je ne sais pas moi, des tables, des chaises, peu importe, tout ce qui n'est pas un bien immobilier en fait, cela vous appartient si ça correspond à des besoins ordinaires ou cela eh bien, est utile pour votre profession. Et donc cela implique que votre conjoint n'a pas de la garde sur la chose, donc n'utilise pas tout simplement l'objet en question. Alors, on va parler tout de suite de l'article 26, qui est un article qui fout la frousse aux Bulgares. Ce fameux article 26 qui a été mal compris par beaucoup, simplement parce qu'ils ne l'ont pas lu. C'est dommage parce que pourtant il est assez clair. Cet article dit simplement que toute action de disposition concernant le domicile conjugal, la disposition d'un bien, c'est donc la vente en fait. Lorsqu'il s'agit de la propriété personnelle de l'un des époux, c'est-à-dire le bien, le domicile conjugal et la propriété seule de l'un des époux, doit être réalisée avec le consentement de l'autre époux. Donc en fait, c'est quoi le truc? C'est que pour le domicile conjugal, et seulement pour le domicile conjugal, vous devez, si vous êtes propriétaire exclusif de votre bien immobilier, de votre domicile, vous devez, si vous souhaitez le vendre, demander l'autorisation à votre femme ou à votre mari. Elle doit signer un papier qui sera apporté devant le notaire et cela permettra la vente. En cas de refus de la vente par votre conjoint, vous ne pourrez pas vendre le bien. Il faudra faire appel au juge. Mais du coup, cet article n'est pas du tout... n'est pas si dangereux que ça en fait. Cet article ne parle pas des biens immobiliers qui ne sont pas le domicile conjugal. Donc en résumé, si vous êtes un gros propriétaire immobilier, eh bien votre femme ou votre mari n'a pas le droit, n'a rien à dire sur tous les actes de disposition que vous pourriez prendre sur ce bien. Vous pouvez vendre librement. Donc il n'y a pas à s'inquiéter sur cet article 26. J'ai vu des Bulgares avoir la frousse sur cet article. C'est dommage. Parce que, vous voyez, c'est pas si grave. Ensuite, résiliation de la communauté matrimoniale. Ça c'est tout simplement pour dire que vous pouvez changer de régime matrimonial. C'est-à-dire que pendant votre mariage, vous n'êtes pas obligé de rester attaché juridiquement à un régime que vous avez choisi au départ. C'est-à-dire que vous pouvez dissoudre et changer de régime. Vous pouvez passer du régime de séparation de biens au régime de communauté et inversement. Et vous pouvez passer du régime de communauté à un accord, marital particulier que nous verrons plus tard dans cette vidéo. Alors cet article 28 me fait me poser quelques questions
En fait, je me demande, là j'ai un petit doute. En fait, cet article 28 dit que en cas de résiliation du régime de la communauté des biens, les époux obtiennent des parts égales, mais malheureusement, il n'est pas précisé grand-chose dans le code. Donc il n'y a pas du tout de zone d'ombre, je sais exactement ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire que les biens que vous détenez en tant qu'époux lors de la résiliation de la communauté des biens sont séparés à 50%, donc la valeur est répartie 50-50. Puisque, comme je vous l'ai dit, en fait, dans la communauté matrimoniale, enfin précédemment, en fait, lorsque vous acquérez des biens pendant le mariage, en fait, peu importe la contribution de chacun, les biens, vous possédez 50-50. Donc, lors de la résiliation, eh bien, pareil, il faudra partager 50-50. Donc ça, c'est un point important. Et il n'y a pas de partage équitable, en fait. Si vous avez contribué, vous, à 80% de la valeur de vos biens dans votre mariage et qu'il y a divorce, par exemple, eh bien, malheureusement, vous récupérez que 50% de la valeur, donc vous perdez les 30%. Mais ça, c'est parce que vous ne saviez pas que la manière de vous protéger, c'était soit de ne pas choisir ce régime, soit d'acheter les biens avec 100% de la valeur dès le départ. S'agissant de l'attribution d'une part plus importante à un époux, lorsqu'il y a divorce, eh bien, le tribunal peut attribuer une part plus importante des biens communs à l'époux exerçant les droits parentaux sur des enfants mineurs lorsque cela crée des difficultés particulières pour cet époux. C'est assez clair, pas besoin d'en rajouter. Et pareil, les biens meubles reviendront à l'époux qui a les droits parentaux pour éduquer les enfants, mais seulement les biens qui sont nécessaires à l'éducation et à l'entretien. S'agissant des dettes, eh bien, de toute façon, vous devez, vous et votre conjoint, contribuer aux besoins de la famille. Et aussi également, sachez qu'il y a la pension alimentaire qui est une obligation. Donc vous devez vous occuper de vos enfants, que ce soit pendant le mariage ou après le mariage, en cas de divorce. Cela ne change pas. Voilà, ça c'était pour la communauté matrimoniale, donc le régime légal. Il y a quelque chose qui a été introduit depuis 2009, c'est la possibilité de réaliser des contrats de mariage spéciaux devant un notaire. Et ça, j'en parlerai à la fin du titre 1, parce que là, je vais vous parler d'abord du régime statutaire de séparation de biens, qui est le second régime possible en cas de mariage. Petit aparté sur les sources, je me base essentiellement sur le code de la famille, qui est le suivant, disponible en version anglaise et en version bulgare. Et bien sûr, j'ai trié pour enlever tous les articles inutiles qui ne traitent pas du sujet, pour que ce soit plus simple pour tout le monde. Reprenons maintenant sur le second régime, donc de séparation de biens. C'est très simple. Tous les biens acquis pendant le mariage restent des biens personnels, à moins que cela en soit autrement. Donc si contractuellement vous achetez un bien non pas en copropriété mais en indivision. Donc si dans un contrat sur un bien, il est précisé qu'il y a deux propriétaires. Mais dans le cas contraire, les biens sont personnels. Et en cas de divorce, au lieu de faire 50-50 comme dans le premier régime, là c'est un peu différent. Vous avez le droit à une part de la valeur des acquisitions de l'autre époux, mais seulement en cas de contribution quelconque sur le bien. Sachant que l'article 26, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le fait que vous ne pouvez pas vendre librement le domicile conjugal, donc disposer du bien librement, cet article est d'ordre public, donc vous ne pourrez y déroger en aucun cas.
C'est l'un des seuls articles qu'on peut pas, en fait, avec lequel on ne peut pas jouer. Pareil, quelque chose d'un peu rigolo, c'est l'article 35, qui dit que, et c'est un peu compliqué à comprendre, du coup j'ai écrit un exemple ensuite. C'est-à-dire que lorsque l'un des époux a donné un bien à l'autre époux pour usage, c'est-à-dire que si je suis propriétaire exclusif d'un bien et que je le prête à quelqu'un, donc je ne suis plus le gardien du bien, l'utilisateur n'est responsable que jusqu'à concurrence de l'usufruit à la date de la réclamation écrite, sauf au cas contraire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire très simplement que, j'ai mis un petit exemple là, si vous prêtez votre voiture à votre femme et que celle-ci se dégrade, la femme n'est responsable que dans la limite de la valeur de l'usage qu'elle en a fait. Donc elle est, si vous voulez, elle ne dispose pas de toute façon du bien. Donc vous aurez quand même une responsabilité partagée. En ce cas-là, ce n'est pas à votre femme de réparer le préjudice que vous avez subi en totalité, puisqu'elle n'est pas propriétaire totale du bien. Responsabilité pour les dettes familiales, ça veut simplement dire que toutes les dettes que vous contractez pour s'occuper de votre famille, eh bien, sont des dettes communes, quoi qu'il arrive, peu importe le régime en fait. Donc que ce soit dans le régime de séparation de biens ou dans le régime de la communauté. C'est important, il faut le savoir. Donc vous voyez que pour l'instant, c'est assez simple. Il n'y a pas grand-chose, c'est pas hyper complexe en fait. Et finalement, la loi bulgare est assez simplifiée et ne parle que de choses assez fondamentales. Même si j'ai procédé à un tri, et bien sûr, je ne vous parle pas de tout ce que dit la loi bulgare. En général, c'est assez bien fait. Ensuite, le troisième régime, c'est tout simplement l'accord matrimonial. En tout cas, en français, on peut le traduire comme ça. C'est tout simplement un contrat authentique qu'on fait chez le notaire et on va régir notre relation contractuelle avec notre conjoint. Donc, avec notre époux, épouse, on régit la relation contractuelle. Donc, on va pouvoir décider quelles règles s'appliqueront pendant le mariage et quelles règles s'appliqueront après. Bien sûr, on ne peut pas tout décider puisqu'il y a des règles d'ordre public auxquelles on ne peut pas déroger. Et je vais vous dire tout de suite c'est quoi. En gros, vous pouvez régir les questions liées aux biens, c'est-à-dire par exemple les droits des époux sur les biens acquis pendant le mariage et ceux avant, gestion et disposition des biens, y compris le domicile familial, partage des dépenses, des obligations, conséquences patrimoniales en cas de divorce. Donc là, vous avez la liberté en fait. Vous pouvez vous protéger assez bien. Et ensuite sur les pensions alimentaires, que ce soit entre vous et votre épouse et vous et vos enfants. Enfin, les enfants ne sont pas dans la négociation, vous avez bien compris. Mais en tout cas, vous pouvez négocier de l'apport que vous donnerez aux enfants, du soutien aux enfants. Et ce ne sera pas au juge d'en décider, à moins que cela en fait constitue un déséquilibre significatif et que le contrat ait été mal fait. Mais en principe, comme c'est le notaire qui vérifie, qui certifie le contrat, normalement celui-ci a une puissante valeur. Mais parfois les notaires peuvent faire des erreurs aussi. Donc bon. Il y a quand même des limitations, c'est-à-dire que les biens qui sont détenus avant le mariage, ils ne peuvent pas être transformés en biens communs par cet accord, puisque, il faut savoir un truc, mais le régime qu'on appelle en France le régime de la communauté, où tous les biens deviennent en fait des acquets une fois qu'on se marie, donc tous les biens tombent, tous les biens personnels deviennent des biens communs. C'est vraiment le truc... Voilà, c'est pour la vie, pour la mort, vous êtes avec votre femme et vous possédez tout en commun. Ça n'existe pas en Bulgarie et on ne peut même pas faire ça en Bulgarie. Là, je vous disais tout à l'heure que l'article 26 est d'ordre public, c'est-à-dire que de toute façon, vous n'avez pas le choix l'article 26 s'applique dans tous les cas, sauf si les époux possèdent un autre domicile en copropriété ou individuellement. Ça ne change pas grand-chose, c'est toujours la même chose en fait. Ici, je vous ai mis quelques exemples de ce que vous pouvez stipuler dans le contrat de mariage. Et
ce qui peut vous permettre d'améliorer votre relation de mariage, en tout cas, ce que vous pouvez faire. Donc par exemple, vous pouvez dire que tous les biens acquis pendant le mariage resteront vos propriétés exclusives. Donc là, vous pouvez inclure quelque chose qui est prévu dans le régime de la séparation de biens. Tu peux aussi dire que si tu es propriétaire d'une entreprise, bah, tu vas garder un contrôle sur la gestion de l'entreprise. Il y a des choses comme ça. Ou par exemple, que chaque conjoint doit contribuer à un compte commun pour les dépenses quotidiennes et ensuite garder les revenus respectifs pour le reste. Le seul problème du contrat de l'accord marital, c'est qu'il y a un côté un peu, je ne sais pas, vous aimez votre femme ou votre homme, et puis comme par hasard, vous décidez de faire un accord matrimonial pour essayer d'agencer un peu la relation comme ça. Cela peut être mal pris par votre femme ou par votre homme qui se demanderait pourquoi vous voulez faire ça, parce que en principe vous vous mariez de toute façon pour la vie et vous vous faites confiance, et pourquoi l'État vient mettre son nez là-dedans, quoi. Et pourquoi il faudrait faire des contrats pour dire tel ou tel truc. Donc bon, voilà, c'est un peu le problème de ce type de contrat. Ensuite, le divorce. Bon, le sain divorce ou le malsain divorce, ça dépend en fait. Parfois le divorce peut être une bonne chose et parfois non. Donc on va voir tranquillement quels sont un petit peu les effets du mariage, les effets du divorce et ce que ça implique tout simplement. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'on distingue les divorces avec faute ou les divorces sans faute. Donc déjà, le divorce sans faute, pour que ce soit réglé tout de suite, c'est qu'en fait, tout simplement, les époux se mettent d'accord pour divorcer sans que de faute n'ait été commise. Et le tribunal prononce le divorce et en fait, c'est assez rapide, plié. Par contre, les effets du divorce sont les mêmes que pour un autre divorce. Simplement, il y a quelques petits changements. Donc en fait, l'autre truc, c'est quoi? C'est qu'il y a un conflit et l'un des époux demande le divorce. Le tribunal essaye d'établir une médiation. Et donc, il y a une résolution amiable des conflits. Souvent, ça ne va rien donner. Donc, en fait, le tribunal statue sur la rupture et le divorce est réalisé tout simplement. En cas de divorce sans faute, les époux doivent soumettre un accord concernant la résidence des enfants, l'exercice des droits parentaux, les relations personnelles, etc., etc. Donc en fait, ce sont les époux qui se mettent d'accord sur ces points. Ce n'est pas en principe le juge qui décide en premier lieu, en première instance de cette affaire. Ce qui est plutôt intéressant, c'est-à-dire que tant que les intérêts de l'enfant sont protégés, eh bien le juge acceptera en fait l'accord qui a été trouvé entre les personnes divorcées. Le problème, c'est que comme le divorce implique souvent un conflit, que ce soit avec faute ou pas, il y a quand même une petite tension. Souvent, le tribunal fixera en fait les conditions de la rupture, puisque il sera difficile de trouver un accord amiable. Mais ça dépend des couples. Bon, ça c'est très variable. Si l'un des époux a besoin d'un logement et qu'il en fait la demande en fait au juge, eh bien le tribunal attribuera le logement conjugal à cet époux. Et si les enfants mineurs sont issus du mariage, le tribunal statue d'office sur l'usage du domicile conjugal. Si des enfants mineurs sont issus du mariage et que le domicile conjugal est la propriété de l'un des époux, le tribunal peut en attribuer l'usage à l'autre époux auquel l'exercice des droits parentaux est accordé tant qu'il exerce ses droits. Après, c'est assez basique, en sachant que si jamais le domicile conjugal appartient non pas à l'un des époux mais à un proche d'un époux et qu'il y a des enfants mineurs, eh bien le tribunal peut en fait forcer venir établir une restriction au droit de propriété du propriétaire du domicile conjugal qui n'est même pas un des époux, et en fait forcer
le propriétaire a laissé habiter dans son logement, donc dans le domicile conjugal, eh bien l'un des époux qui a les droits parentaux. Pour une durée maximale d'1 an, c'est important de le savoir. Et lorsque des époux sont copropriétaires et ont un droit partagé d'usage sur le domicile, eh bien le tribunal décide à quel époux eh bien, le bien reviendra en ce qu'il s'agit de l'usage, en tenant compte des enfants, de la faute, de l'état de santé, d'autres circonstances. Donc là, c'est à l'appréciation du juge en fonction de ce qu'il s'est passé. Sachant que cela m'amène à dire qu'une relation locative est établie, c'est-à-dire que la personne qui va récupérer le logement, eh bien, le domicile conjugal et qui n'est pas propriétaire du logement va devoir payer un loyer au propriétaire du domicile conjugal puisque eh bien, il ne va pas non plus résider à titre gratuit dans un bien qui n'est pas le sien et le loyer sera déterminé eh bien, par expertise. Sachant que maintenant il faut qu'on parle un petit peu des enfants et des droits après le divorce, donc c'est l'article 59. C'est assez simple. Sur les enfants, donc comme je vous ai dit, les époux s'entendent en principe. Si les époux n'arrivent pas à s'entendre, le juge décide. Donc c'est le tribunal qui décidera d'office avec quels parents les enfants vivront, quel parent exercera l'autorité parentale, etc., etc. Le tribunal prendra sa décision en fonction des meilleures conditions pour les enfants. Donc il y a vraiment une volonté de protéger les enfants en Bulgarie comme dans d'autres pays. Mais en tout cas, sachez qu'il y a même une organisation de protection de l'enfance qui intervient dans les affaires de divorce et qui est là en fait pour donner son avis au juge, et le juge a obligation en fait d'écouter cette organisation-là. Donc il y a en fait 4 acteurs dans le divorce qui sont les époux, l'organisation et le juge. Sachant, alors maintenant le truc important c'est ce que tout le monde veut savoir, c'est les idées de pension alimentaire, prestations compensatoires, etc. Prestations compensatoires, il n'y a pas, mais pension alimentaire, là, ce qui est marrant, c'est que l'article n'est pas du tout clair. Donc, dans l'article 59, c'est pas clair, du coup, j'ai bien précisé, en fait, la pension alimentaire doit garantir des conditions de vie comparables à celles avant le divorce, mais ça ne parle pas, en fait, du conjoint, ça parle de l'enfant. Donc, les conditions de vie que l'enfant avait avant le divorce, sauf si cela représente un fardeau excessif pour le parent contributeur. Mais donc, il n'y a pas un système où, si vous êtes le parent qui n'obtenez pas la garde de l'enfant, vous devez en fait donner à l'autre parent eh bien, une somme pour compenser la perte de revenus, la perte de niveau de vie de votre conjoint, puisque cela ne fonctionne pas comme ça. On se centre en fait sur l'enfant. Le tribunal, comme je vous dis, entend les parents et les enfants, donc l'avis des enfants est également pris en compte. J'avais oublié de le préciser. Et également, dans des cas particuliers, d'autres membres de la famille peuvent intervenir pour ces décisions-là. S'agissant de la paternité, en fait, ça c'est intéressant. Le mari de la mère est considéré comme le père de l'enfant, né durant le mariage, ou dans les 300 jours suivant la dissolution. Donc, c'est pas... c'est en fait 9 mois, quoi, en gros. On estime que, voilà, il y a présomption de paternité. Et pour contester la paternité, c'est l'article suivant qui dit qu'en fait, le mari du coup peut constater si bien il estime qu'il y a des éléments, et il peut apporter des preuves pour dire qu'il ne pouvait pas être l'enfant. Donc il faut que ce soit cohérent. Et si jamais des nouveaux éléments sont parvenus au mari, en fait, celui-ci a jusqu'aux 18 ans de l'enfant pour établir le fait qu'il n'est pas le père de l'enfant. Et enfin, un truc important, est-ce que vous, en tant que
homme par exemple, vous êtes marié à votre femme, vous divorcez, est-ce que vous devez entretenir votre ex-femme? Eh bien, c'est les articles 145 et suivants. Donc, ce qui est dit brièvement, c'est qu'en fait, et ça c'est quand même bien, c'est que vous ne, c'est le conjoint qui n'est pas responsable du divorce qui a le droit à un entretien. Donc il faut qu'il y ait une faute de l'époux pour que cet entretien ait lieu. C'est-à-dire que dans le cas d'un divorce amiable où aucune faute n'a été commise, aucun des époux n'a le droit à un entretien et une prestation particulière, à une somme d'argent versée à lui ou à elle. Donc c'est quand même particulier. Sachant que voilà, la pension alimentaire de l'enfant, ça ne bouge pas et l'enfant est vraiment très protégé, mais en ce qui s'agit de l'argent versé à l'ex-femme ou à l'ex-mari, eh bien c'est pas si évident que ça. Donc en plus, cette somme en fait est versée pendant maximum 3 ans après la dissolution du mariage, sauf si par accord contractuel les parties conviennent d'une période plus longue. Si vous vous remariez et que vous étiez le bénéficiaire de cette prestation, eh bien, vous, ne, eh bien, vous perdez le droit à cette prestation. Votre ex-mari ou ex-femme n'a plus à vous verser ce montant. Bien sûr, l'entretien, je ne l'ai pas précisé là, mais c'est la personne qui a la capacité financière la plus importante qui va entretenir l'autre. Mais encore une fois, il faut préciser que ce n'est qu'en cas de faute d'un des époux. Et donc, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu. Et finalement, pour que ce droit soit mis en place, c'est pas si facile que ça, en fait. Donc, ça avantage, en fait, pas mal, je trouve, les personnes qui ont une certaine aisance financière, d'autant plus que comme je vous l'ai dit, si vous faites un accord matrimonial, par exemple, eh bien, vous pouvez négocier les conditions de votre rupture et la relation que vous entretiendrez après votre mariage au moment du divorce. Donc finalement, vous pouvez assez bien vous protéger si vous vous mariez en Bulgarie. Et sans vous dire quoi faire, je pense qu'il n'y a pas un risque trop important en cas de divorce. C'est beaucoup plus grave et les conséquences sont beaucoup plus importantes si vous vous mariez en France que si vous vous mariez en Bulgarie. Mais bon, en résumé, le mariage n'est pas très risqué en Bulgarie et vous pouvez foncer. Et de toute façon, ça fait partie de la vie, donc mariez-vous et faites des enfants. Il faut reproduire qui nous sommes pour que dans le futur, les générations se perdurent. Petit truc de fin, parce que je n'ai pas parlé de l'article 151. Donc en plus, si jamais la personne qui fournit la prestation à l'autre personne eh bien, commet une faute, alors ce serait vraiment une faute grave, hein. Donc la notion de faute grave, c'est quand même c'est quelque chose, il y a une notion vraiment qui a un impact significatif. Le bénéficiaire va perdre eh bien, cette prestation, ce droit à l'entretien. Ok, alors, petite update sur le droit du mariage en Bulgarie. Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2024? Quelques points qui sont quand même importants. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le droit du mariage en lui-même est resté le même et le mariage se définit toujours comme l'union volontaire entre un homme et une femme. Par contre, il y a deux, trois petits points qui sont à éclaircir. Donc déjà, je voulais rajouter que le mariage homosexuel en Bulgarie n'est pas reconnu. Et l'âge minimum, les conditions pour se marier, les régimes matrimoniaux, tout cela n'a pas bougé. Par contre, il y a une vraie évolution fin 2025 et elle concerne surtout ce qui se passe après le divorce, quand il y a eu des enfants. Le principal changement qui a eu lieu en décembre 2025, depuis le 30 décembre, l'article 59 du Code de la famille a été changé et ce qui est stipulé, c'est que après un divorce, eh bien, le juge il donnait presque toujours les droits parentaux, c'est-à-dire l'éducation,
les décisions importantes à un seul parent et le plus souvent, c'était la mère et l'autre parent avait seulement un droit de visite. Maintenant, c'est un petit peu différent. Le juge peut décider et peut même forcer les conjoints, enfin les anciens conjoints à, eh bien, disposer d'un exercice, conjoint, parentalité partagée. C'est-à-dire, c'est que même si les 2 parents ne sont pas d'accord entre eux, le juge peut leur dire: «OK, vous devez vous réconcilier et vous devez quand même, mmh, eh bien, supporter vos responsabilités après un divorce». Les 2 parents, par contre, ils doivent vouloir exercer activement leurs droits et surtout, ça doit être dans le meilleur intérêt de l'enfant. Le juge, il va fixer des règles précises pour chacun, qui s'occupe de quoi, où l'enfant va vivre, les vacances, les décisions médicales et scolaires et cetera. Et en fait, l'objectif du législateur dans tout ça, ça a été que l'enfant, il garde une relation équilibrée entre la mère et le père après la séparation des parents. Éviter que l'un utilise l'enfant contre l'autre. Éviter que finalement l'enfant déteste son père ou déteste sa mère à cause des conflits qu'il y a entre les parents et si une seule personne a la garde, il se peut qu'il y ait ce problème-là qui apparaisse. Donc attention, c'est pas automatique et c'est pas automatique 50-50. Le juge, il garde toujours le dernier mot et regarde ce qui est vraiment bien pour l'enfant. Le tribunal, il doit également régler aussi les voyages à l'étranger de l'enfant et les papiers d'identité pour éviter des procédures séparées. Donc en vérité, ce qui s'est passé, ce qui a changé, c'est que c'est surtout plus de souplesse finalement pour la parentalité partagée et le juge aura toujours, cette main-là sur le contrôle, eh bien de la relation. Voilà, c'était ce qui a changé majoritairement, c'est pas un changement, massif, mais ça peut quand même avoir, un impact pour votre décision parce que, eh bien, je trouve que c'est très positif. Ça va permettre, un peu plus de justice dans la relation et dans ce contrat qu'est, le contrat de mariage. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur le mariage. Évidemment, on pourrait dire bien plus de choses et je me suis pas trop cassé la tête, j'ai repris les articles principaux. Euh, mais voilà, en résumé, foncez. Et on se retrouvera bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo et puis je vous souhaite bon courage dans vos relations. Salut.